Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission des audacieux responsables, celles et ceux qui font de la transition écologique, de la responsabilité sociétale, un axe majeur de leur développement. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Charles de Kervé-Noël, président de Saint-Hubert, leader du marché des margarines en France. Il nous présentera ses engagements environnementaux et son dernier dessert à base d'avoine 100% végétale fabriqué en France. Comment développer la pêche durable? Ce sera le thème de notre débat tout à l'heure avec Marion Fischer, déléguée générale de France Filière Pêche, et Justine Delettre, chef de projet chez Mr Goodfish. Et puis dans Smart Ideas, on parlera du nouveau diplôme développement durable créé par l'Université de Montpellier. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact et c'est tout de suite. Bonjour Charles de Kervé-Noël, vous êtes donc le PDG de Saint-Hubert, marque bien connue des Français. Vous voulez contribuer à une alimentation plus saine et plus responsable. Comment? Ça passe par quoi? Écoutez, chez Saint-Hubert, j'aime bien votre formule. On se considère également comme audacieux et responsable. Audacieux parce qu'on a plus de 100 ans d'âge, avec l'innovation vraiment au cœur de tout ce qu'on fait. On avait été les premiers à lancer le yaourt Obicus actif, vous vous en souvenez peut-être. Ouais. Et on a lancé la première barquette bio sur les margarines. Et là, un yaourt végétal à base d'avoine, mais aussi responsable. Et responsable, c'est d'abord responsable avec l'emploi en France, le soutien aux agriculteurs français. Responsable nutritionnellement, bien sûr. Et puis responsable sur le développement durable. Et l'alimentation végétale est vraiment au cœur de tout cela. Oui, et sur les emballages aussi, on y reviendra, mais un peu plus tard dans l'interview. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos produits sont par exemple allégés en matière grasse? Il y a cet effort qui a été fait depuis plusieurs années? Absolument. Les margarines ont plusieurs qualités. La première d'entre elles, c'est effectivement l'allègement en matière grasse, mais elles sont également riches en oméga 3. Notre produit phare, c'est Saint-Hubert oméga 3, qui lutte contre les maladies cardiovasculaires. Et enfin, elles sont végétales. Souvent, on imagine les margarines comme un produit un peu compliqué. C'est un produit très simple. C'est une émulsion d'huile et d'eau. C'est vraiment un produit avec un cœur végétal qui permet d'être avec un bilan carbone bien meilleur qu'un produit traditionnel. Alors l'agroalimentaire, c'est vraiment l'un des secteurs qui est au cœur de la transition écologique, environnementale, notamment avec l'apparition du Nutri-Score. Qu'est-ce que ça change? Parce que vous avez adopté le Nutri-Score pour vos produits. Est-ce que c'est en quelque sorte un aiguillon pour toutes les équipes, et notamment les équipes de recherche et développement? Oui, on a vraiment au cœur chez Saint-Hubert de se dire il faut que nos produits soient sains, bien et gourmand. Et donc, mettre en avant le Nutri-Score sur nos produits, ce qui n'est pas une obligation d'ailleurs, c'est un choix, c'est Saint-Hubert qu'on a fait de le mettre en avant, c'est dire, nous, on est fiers de nos valeurs nutritionnelles, on n'a rien à cacher, et donc, c'est évidemment pour les équipes de développement, de marketing, un engagement à faire des produits qui soient avec des listes courtes et des produits meilleurs. Mais est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a certains... Alors, je ne sais pas, je n'ai pas regardé tous vos produits, quels étaient les Nutri-Score A, B ou C. Votre, je mets des guillemets, plus mauvais produit en termes de Nutri-Score, il a quel score? Alors, il a D, le Nutri-Score va jusqu'à E, mais on a beaucoup de produits qui sont C, qui est le meilleur produit, le meilleur score qu'on puisse obtenir sur des corps gras. Étant un corps gras, on ne peut pas être beaucoup mieux que ce produit-là. Mais pour vous donner un indice, un benchmark, le beurre est souvent D ou E, donc on se positionne dans plutôt un bon score au global. Et donc c'est évidemment, vous parliez des listes de produits. Ça, je trouve ça intéressant aussi, parce que ça répond à une demande de transparence des consommateurs notamment. Oui, le consommateur, il est devenu très exigeant, il a pris le pouvoir, on le voit avec le développement des applications nutritionnelles, et donc il veut des produits qui soient avec des listes courtes, des listes d'ingrédients qu'il comprend, et puis très important également, des produits d'origine française. Et nous, on est très fiers d'avoir une usine en Lorraine, en France, avec des ingrédients le plus possible français. Mais ça veut dire quoi, liste courte? Qu'est-ce que vous avez changé en quelques années, par exemple? On a essayé de réduire au maximum ce qui fait le produit. Et donc maintenant, dans une margarine Saint-Hubert, vous allez trouver une liste, donc effectivement on appelle courte, c'est-à-dire qu'il y a assez peu de choses. Il y a de l'eau, il y a des huiles,
et c'est notre principale matière première. Et par exemple, sur les huiles, les 2/3 de nos huiles viennent du colza, et ce colza-là, il est quasiment à 100% français. Ça, c'est un changement qu'on a mis en place sur ces dernières années, parce que c'est long de construire une filière, mais on est très fiers de ça. Alors, quelques chiffres, vous l'avez dit, c'est une entreprise qui a été fondée en 1904, plus que centenaire, 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, 220 salariés, 44% de part de marché en valeur sur les margarines. C'est vraiment le produit phare de Saint-Hubert. Les margarines, ça représente quel pourcentage, quelle part de votre activité? Alors aujourd'hui, les margarines, c'est la totalité de ce qu'on fait. Ouais. On est également présent en Italie, où on est également leader. Et la nouveauté du moment, c'est l'arrivée de Saint-Hubert sur ces yaourts à base d'avoine. C'est des yaourts 100% végétaux. Vous mettez au dessert, quoi. Absolument. Avec toujours ce qui fait l'ADN de Saint-Hubert autour de l'innovation, c'est-à-dire végétal, bon pour la santé et bien pour la planète. Alors, donc, venons-y à ce dessert 100% végétal à base d'avoine. Là aussi, c'est une façon de s'adapter aux consommateurs. Je lisais dans la présentation que vous avez fait lors de la sortie de ce produit, l'avoine et pas le soja. Pourquoi pas le soja? C'était quoi l'enjeu entre les deux matières premières? Alors, vous posez une bonne question. Le soja, c'est le cœur du marché aujourd'hui sur les produits végétaux, en particulier sur les yaourts. Nous, on a fait le choix de ne pas y aller parce que le soja, à tort ou à raison, et je ne veux pas rentrer dans ce débat, est assez controversé pour les consommateurs. Et donc, comme on a à cœur de répondre aux besoins des consommateurs sur ces sujets de transparence, on a choisi de prendre l'avoine comme ingrédient principal, qui est un ingrédient qui a d'abord des vraies vertus environnementales. Il utilise très peu d'eau, très peu de pesticides. Et puis il a un formidable atout, c'est qu'il apporte cette petite note biscuitée qui est délicieuse et qui rend nos produits très bon goût. Et ça prend combien de temps en recherche et développement avant de lancer comme ça? Parce que vous me l'avez dit, c'est 100% du métier aujourd'hui, c'est les margarines, et d'un seul coup, vous partez dans une autre direction. Alors vous avez raison, c'est un vrai projet d'entreprise. C'est environ 2 ans pour répondre à votre question. Oui. Il y a évidemment toute une partie développement pour s'assurer qu'on a le meilleur produit possible avec ces fameuses listes courtes, ces ingrédients français et qui soient bien entendu bon goût. Et puis il y a également un autre gros sujet qui est toute la partie industrielle, puisqu'il a fallu investir sur notre site en Lorraine pour construire une nouvelle ligne avec toute une partie process et conditionnement avec un investissement de plusieurs millions sur notre site. Ouais. Quand vous dites fabriqué en France, ça veut dire quoi concrètement? On est dans du made in France, c'est de l'assemblage, c'est vraiment des produits, une filière sourcée France, c'est quoi? Alors dans ce cas très précis, c'est fabriqué en France dans notre usine. Ouais. Sur l'avoine, on n'a pas trouvé de filière française qui pouvait répondre à notre cahier des charges. Ouais. Et donc on va s'y employer pour essayer de la développer, ça prend un certain temps. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas trouvé pardon de vous interrompre, les agriculteurs qui en produisaient suffisamment? Exactement, il n'y a pas assez de quantité par rapport à ce qu'on souhaitait faire. Et donc on se source aujourd'hui sur ce produit-là, sur la Finlande et la Suède, où il y a une longue tradition de consommation de produits d'avoine, avec un avoine d'extrêmement bonne qualité. Et donc on a commencé comme ça, et en parallèle de ça, nous essayons de monter cette filière en France. Oui, parce que ça prend du temps, évidemment. Ça ne s'invente pas et ça ne se crée pas du jour au lendemain des champs d'avoine. Alors, on l'a évoqué, mais très rapidement au début, l'autre levier pour réduire l'impact carbone d'une entreprise, d'une usine. Vous parliez de l'usine de Ludre près de Nancy. Alors, ça passe notamment par la question des emballages. J'ai vu que vous aviez uniformisé, mais ça c'était il y a plusieurs années, les emballages avec un seul couvercle pour toutes les margarines. Ça c'était un point de départ. Ouais. Le premier point de départ, c'est comment est-ce qu'on réduit notre consommation de plastique. Et donc, on a essayé d'avoir des emballages uniformisés avec moins de grammes de plastique pour effectivement être moins polluants. Même si ces barquettes plastiques n'ont pas que des aspects négatifs, elles sont dans la moitié de la France recyclables et elles seront à l'horizon de 2024 recyclables dans la totalité du territoire. Pourquoi seulement dans la moitié de la France? Parce que les capacités de recyclage se mettent progressivement en place et ça prend un certain temps. Il faut que la filière suive. Absolument. Donc c'est un effort qui a commencé il y a plusieurs années et que vous allez accentuer? Absolument, on continue dans cette direction-là. Et puis, on est très fiers d'avoir lancé en fin d'année dernière la première margarine en pot carton. C'est une première européenne, on est les premiers à l'avoir fait. C'était un long travail de développement avec un pot carton rond. Et il y a beaucoup de travail parce que vous imaginez bien qu'une margarine qui a un corps très gras, il faut que le corps gras ne passe pas à travers le carton,
qu'il supporte de pouvoir rester dans le frigidaire. Donc on est vraiment, c'est mis toute l'entreprise derrière ce projet avec cet emballage qui est arrivé en fin d'année dernière. Alors on voit bien l'impact que ça peut avoir sur les chiffres de vente parce que c'est une demande des consommateurs, mais est-ce que justement vous le mesurez très vite ça ? Alors, ou est-ce qu'il faut s'habituer à un nouveau produit, à un nouvel emballage et que donc ça ne marche pas tout de suite ? Comme toujours, il y a un peu de perturbation. Ouais. Les consommateurs ont besoin de comprendre pourquoi est-ce que leur barquette plastique d'un seul coup devient ronde. Ouais. On a même des consommateurs qui nous disent mais c'est un peu moins facile pour le tartiner. Mais on a eu au final un très bon accueil de nos clients distributeurs et un très bon accueil de nos consommateurs qui sont ravis de pouvoir faire un geste pour la planète. Et donc ça fonctionne bien. Et dernier mot, cette usine, elle a été construite il y a longtemps. Est-ce qu'il y a là aussi un effort pour réduire son impact global, quoi? Oui, l'usine est là depuis les années 70 Ouais. et il y a un travail permanent pour réduire effectivement notre empreinte carbone. Quelques exemples, on a donc parlé de la réduction des plastiques, on a mis en place aussi une filière qui permet de recycler tous les déchets et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'annoncer que l'usine est à zéro émission de carbone, en partie par compensation parce qu'on ne peut pas tout compenser et la partie qu'on compense, on plante des arbres pour s'engager à réduire les émissions, mais au final, c'est un site industriel qui est à zéro émission carbone. Merci beaucoup, merci Charles de Kervé-Noël. À bientôt sur Bismart. Bon vent à Saint-Hubert. Voilà, on ouvre notre débat tout de suite sur la pêche durable. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Comment développer une pêche durable? Peut-on faire confiance au label? C'est le thème de notre débat avec Marion Fischer. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes déléguée générale de France Filière Pêche. Et puis avec nous en visioconférence, Justine Delettre, qui est chef de projet chez Mr Goodfish. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour, oui, je vous entends très bien. Bon, bah c'est parfait, la liaison est bonne. On peut peut-être commencer par définir de quoi on parle, Marion Fischer. C'est quoi la pêche durable en une minute, pas en trois quarts d'heure? C'est effectivement un bon sujet parce que c'est extrêmement complexe, c'est très multifacteur. Évidemment, la pêche durable, on reprend la définition de la durabilité, c'est une pêche qui peut durer dans le temps, qui est viable économiquement, écologiquement et socialement. Ouais. Donc c'est plusieurs enjeux qu'on va détailler. Justine Delettre, on parle forcément des espèces. Quelles sont les plus consommées, les plus menacées aujourd'hui? Parce que ça, c'est vraiment le travail, les missions de Mr Goodfish, d'informer là-dessus. Alors nous, justement, notre mission, c'est d'informer le consommateur sur les espèces qui sont moins consommées et qui sont plus durables. Donc on a un programme positif, donc je n'irai pas forcément vous parler d'espèces qui sont menacées, mais plutôt des alternatives et orienter le consommateur vers des espèces qui peuvent consommer. Donc la plupart du temps, on a l'habitude de toujours consommer les mêmes espèces, du cabillaud, de la sole, de la crevette. Le saumon, c'est une espèce phare aussi, plutôt en produits d'aquaculture. Donc avec Mr Goodfish, on a à la fois des recommandations sur des espèces à privilégier en espèces sauvages, en espèces issues de la pêche, et en espèces d'élevage également. Bien choisir son poisson, c'est... Vous m'entendez? Bien choisir son poisson, c'est bon pour la mer, c'est bon pour vous. Ça, c'est votre slogan. Mais alors, je voudrais savoir, si on rentre un peu dans la mécanique, sur quels critères, comment vous faites, comment vous surveillez en fait le niveau de poisson, l'état des ressources? Alors, c'est pas nous qui allons le faire directement. Nous, on a un programme vraiment un guide pour le consommateur. Donc, on va aller s'appuyer sur des recommandations émises, sur des avis scientifiques qui sont émises par à la fois l'Ifremer et d'autres, donc pour la France, et d'autres organismes scientifiques européens, donc qui vont mener des campagnes et du coup donner leurs avis sur l'état de la ressource. Et donc, nous, en plus de ce critère sur la ressource, on va aller regarder d'autres critères qui sont la saisonnalité des espèces. Donc, aller les laisser au repos le temps qu'elles sont en période de reproduction, par exemple. Et puis, on va aller regarder aussi la taille. On va aller recommander une taille qui est supérieure, qui est la taille de maturité sexuelle de l'espèce. Donc, la taille pour laquelle elle a pu se reproduire au moins une fois.
Alors, d'où vient le poisson sur nos étals? À cette question, plus d'un Français sur deux répond que la proportion de poissons français est de 45%. Et pourtant, c'est une info que j'ai trouvée sur le site de France Filière Pêche, 25% seulement des poissons vendus sur les étals sont issus de la pêche française. Marion Pichet, est-ce que manger du poisson français, c'est déjà répondre en partie à la question? Est-ce que c'est promouvoir la pêche durable? Oui, je pense tout à fait. C'est un premier pas, d'une part, parce qu'en termes de durabilité économique et sociale, l'origine France, ça veut dire vraiment quelque chose. Évidemment, c'est le soutien à nos filières. Et puis socialement, vous savez bien que la France, c'est quand même un pays sur lequel on a des exigences qu'on ne retrouve pas dans tous les autres pays. Et puis par ailleurs, il faut bien comprendre aussi que la pêche française, elle est extrêmement encadrée par une réglementation qui s'appelle la politique commune des pêches, qui est une politique européenne, qui est extrêmement disante environnementalement parlant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand un stock se porte bien, on a le droit de pêcher beaucoup. Quand un stock se porte pas bien, on n'a pas le droit de pêcher beaucoup. Donc la réglementation en elle-même, elle ajuste déjà ça. C'est en fonction des évaluations scientifiques tous les ans, parce que les pêcheurs, c'est pas comme ils font des plannings à un an parce qu'ils ont des quotas tous les ans, et tous les ans c'est réajusté. Ça veut dire que quand vous êtes un consommateur, la probabilité que vous ayez un poisson d'un stock qui se porte bien dans votre assiette, elle est beaucoup plus importante parce que les quantités pêchées dans ce stock-là sont plus importantes. Donc je pense qu'il faut aussi avoir un peu confiance dans la réglementation. On n'a pas des kilos et des kilos et des kilos de poissons qui viennent de stocks surexploités sur nos étals. La politique commune des pêches ne le permet pas. Donc ça, c'est un point vraiment important. Et du coup, la garantie française, ça veut dire quelque chose. Donc ça, c'est important et c'est côté consommateur. Si vous deviez citer un ou deux leviers pour accélérer le développement de la pêche durable, vous diriez quoi? Alors, la recherche. Parce que les évaluations des scientifiques pour connaître l'état des stocks, c'est pas comme un champ où on a des vaches où on les compte. Donc c'est extrêmement complexe de connaître l'évolution des stocks de poissons dans l'eau. Donc on a besoin de recherche, on a besoin de connaissance des espèces. Donc ça, c'est un point absolument majeur. Et nous, à France Filière Pêche, on finance énormément de recherche pour ça parce que c'est le préalable indispensable à la pêche durable. Et puis après, il y a le côté impact de la pêche où, évidemment, on travaille en permanence aussi avec de la recherche, avec de l'innovation pour réduire l'émission de gaz à effet de serre parce qu'on consomme du gasoil et forcément, il faut qu'on travaille là-dessus. Sur l'impact des engins sur les habitats. Et on a énormément de technologies des pêches, d'innovation, d'intelligence artificielle qui sont mis en place pour essayer de faire des engins qui sont le moins impactants possible. Est-ce qu'il y a des techniques de pêche qu'il faudrait bannir? Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est facile de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça parce que chaque technique de pêche, elle est adaptée à l'endroit où on veut aller. On ne va pas aller pêcher avec une ligne à des milliers de kilomètres. Donc elle est adaptée. Il y a pas vraiment de mauvais engins, il y a plutôt des mauvaises pratiques éventuellement, mais le but c'est de regarder chaque engin, de voir ses points forts, ses points faibles, et d'essayer de corriger les points faibles avec de la recherche, de l'innovation, du développement. Justine Delettre, si on continue comme ça d'essayer de trouver des leviers pour accélérer le développement de la pêche durable, est-ce que par exemple il faut sanctuariser certaines zones maritimes? Est-ce qu'il faut multiplier les sanctuaires? Il y a déjà des zones qui sont protégées. Après, nous, là, actuellement, donc, je vous ai annoncé les 3 critères qui faisaient qu'un poisson était Mr. Goodfish, recommandé par Mr. Goodfish. Là, actuellement, on est dans une phase où on va intégrer les pratiques de pêche à nos recommandations. Donc, comme le disait Marion, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, c'est toute une nuance. Et c'est des pratiques qui sont adaptées à des espèces et à des milieux. Et c'est vers ça qu'on se dirige aussi. Mais est-ce que les consommateurs, je vous pose la question Justine, sont suffisamment informés quand on va acheter son poisson? C'est vrai qu'on peut trouver la provenance, mais est-ce que vous pensez qu'on peut renforcer cette information, cette pédagogie d'une certaine façon? Alors, il y a beaucoup d'informations qui peuvent être retrouvées sur un étal de poissonnier. Il faut ne pas hésiter, selon moi, à poser les questions à son poissonnier ou à son poissonnier de rayon de grande surface ou traditionnel. Il doit être en mesure de répondre aux questions, notamment sur les techniques de pêche, la sous-zone de pêche, d'où provient de l'espèce, et surtout le nom scientifique de l'espèce qui fait vraiment foi, en plus du nom commercial. Alors, il y a un documentaire dont vous avez forcément l'une et l'autre entendu parler, qui vient d'être diffusé, enfin qui est en cours de diffusion sur Netflix, qui met en cause. Alors, quand on regarde ce documentaire, on se demande s'il faut encore manger du poisson. C'est un peu désespérant en sortie. Il y a notamment, et je voudrais qu'on parle de ça, la question, ce qu'on appelle les prises accessoires. Et il y a dans le documentaire la mise en cause d'un label Dolphin Safe qui est censé garantir qu'aucun dauphin n'a été blessé lors de la pêche. Peut-être je commence avec Justine Delettre. Qu'est-ce que vous pensez de ce label? Est-ce que vous le connaissez? Est-ce qu'il est présent, très utilisé en France notamment?
Alors, il est connu plutôt sur des pêcheries où on va utiliser, enfin plutôt dans le monde de la conserverie. Alors sur ce reportage, j'ai pas forcément, sur ce label, j'ai pas forcément de choses à dire, mais c'est vrai qu'il y a un gros travail de coopération à faire avec les pêcheurs, et il y a de plus en plus de missions d'observation qui sont faites à bord avec des pêcheurs qui sont volontaires pour embarquer des observateurs. Donc je pense que la clé, elle est là aussi, c'est d'avoir une présence humaine, scientifique, pour contrôler ce qui se fait à bord aussi. Oui, parce qu'effectivement, la démonstration du documentaire, c'était qu'en fait, ce label, on ne pouvait pas être totalement sûr que la règle affichée était respectée parce qu'il n'y avait pas assez de contrôle à bord. Marion. En fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que, alors effectivement, sur ce label, il est relativement peu présent dans les pêcheries françaises, mais que toute activité de production a un impact. Donc dire il y a 0 dauphin qui est capturé, il y a un risque 0, c'est quasiment impossible. L'idée, elle est, comme dans tout process de durabilité, de se dire on cherche à minimiser l'impact. Mais les prises accessoires, ça représente quoi? C'est beaucoup? Beaucoup, pas beaucoup. En fait, c'est difficile de répondre à cette question. Il y a le côté socialement acceptable et il y a le côté est-ce que ça met en danger l'espèce, en l'occurrence le dauphin. Sur la première question, est-ce que c'est socialement acceptable? Évidemment, ça l'est pas. Et les marins-pêcheurs sont les premiers à déplorer quand ils capturent un dauphin de manière accidentelle. On est loin. Mais c'est vrai pour d'autres espèces. Il n'y a pas que le dauphin qui peut être pêché de manière accessoire. Oui, bien sûr. Après, il y a beaucoup de travaux aussi sur la pédagogie pour comment on relâche les espèces qui sont prises accidentellement vivantes, des questions de manipulation de produits, etc. pour les relâcher. Et le but, c'est surtout de ne pas en capturer. Donc nous, on fait beaucoup de recherche et d'innovation pour ne pas capturer ces espèces accidentelles. Ça pourrait passer par quoi? C'est quoi? Je vais dire n'importe quoi, j'y connais rien. C'est des radars, c'est des sonars, Typiquement sur les dauphins, et on a la même problématique sur des pêcheries à la ligne en Méditerranée avec des requins. C'est effectivement plutôt des dispositifs acoustiques qui sont des répulsifs. On a des bons résultats. Alors dans le golfe de Gascogne avec les dauphins, on est à moins 65%. Donc vous voyez, on n'arrive jamais au zéro. C'est compliqué, mais c'est quand même un point majeur. Et sur les requins dans les ligneurs en Méditerranée, on arrive aussi à des très très bons résultats de répulsion. Il y a peu de ça. Ça peut être aussi la taille des mailles qui permet de faire sortir un certain nombre de captures qu'on ne souhaite pas, notamment si elles sont trop petites. Voilà, c'est de la technologie, c'est de la recherche. Le temps de la recherche, ça prend forcément un peu de temps et d'innovation, mais en tout cas, il y a des progrès qui sont faits majeurs. Merci beaucoup, merci à toutes les deux. On passe maintenant à Smart Ideas et on retourne sur les bancs de l'université. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec Gilles Subrat, professeur à l'université de Montpellier, qui est avec nous en visioconférence. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Je vous entends très bien, bonjour. Bienvenue, vous lancez avec 4 autres universités européennes un nouveau master intitulé Charme-EU. C'est le développement durable qui rentre à la fac en quelque sorte? Exactement. Enfin, le développement durable était rentré à la fac déjà depuis longtemps à l'université de Montpellier. Mais là, il s'agit d'un diplôme complètement différent. C'est le premier diplôme qui a été mis en place par une alliance d'universités européennes, dont fait partie bien sûr l'université de Montpellier, aux côtés de l'université d'Utrecht, de l'université de Barcelone, de l'université de Budapest et également du Trinity College à Dublin. Donc c'est un diplôme vraiment complètement nouveau puisqu'il va être donné de manière conjointe par les 5 universités et vaudra le grade de master au niveau des 5 pays. Donc c'est quelque chose d'unique qui a été mis en place dans le cadre des universités européennes, qui sont un programme qui a été lancé par la Commission européenne justement pour créer des campus internationaux où les étudiants pourront étudier en plusieurs langues, suivre des cours donc dans plusieurs langues, mais également qui seront des lieux d'innovation pédagogique et de recherche d'excellence. C'est un symbole de l'Europe, c'est déjà un élément important. Ensuite, quelle formation, quel est le thème central de ce master? Alors, le thème central du master, c'est finalement réconcilier l'homme avec la planète.
ça n'a pas été du tout choisi au hasard. On est tous conscients que le monde subit des changements profonds. Et dans ce cadre-là, l'université ne doit pas être un simple spectateur. En tant qu'organisme qui va former des futurs décideurs, on doit jouer un rôle de premier plan. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi cette thématique-là. L'autre raison, évidemment, c'est comme ce diplôme et cette formation est fortement axée sur la recherche, on a identifié les forces de recherche des 5 universités. Et en particulier, ce thème-là est très aligné avec les thématiques que sont nourrir, soigner et protéger, qui sont portées par l'Université de Montpellier, qui représentent des grands instituts de recherche qu'on va trouver dans la région. Mais ça veut dire qu'on est plus dans la théorie ou alors au contraire, on ouvre le capot beaucoup plus dans le concret ? Vous avez mis le doigt sur quelque chose d'important. L'innovation pédagogique est au cœur de ce diplôme. D'ailleurs, l'acronyme CHARM, le CH veut dire Challenge Based, c'est-à-dire que tous les enseignements qu'on va proposer aux étudiants vont être basés sur des défis authentiques qu'ils auront à entreprendre, à réaliser dans le domaine du développement durable. Donc c'est vraiment pour nous quelque chose de très pratique en lien avec le réel et aussi en lien avec la société civile, les entreprises, bref, toute la société va être impliquée dans la formation et dans l'accompagnement des étudiants. D'ailleurs, la formation a été co-construite par des chercheurs, par des enseignants-chercheurs et également par des membres de la société civile, par des experts de différentes disciplines. Donc c'est vraiment quelque chose de très concret, en proie avec le réel et qui a vocation de proposer aux étudiants une approche nouvelle, complètement transdisciplinaire. Avec quel débouché, quel métier ? Parce que c'est aussi un défi pour les universités, pour les grandes écoles, de former à des métiers qui peut-être aujourd'hui n'existent pas. Exactement. On a pris l'idée de se dire qu'il faut que nos étudiants soient capables d'affronter des défis réels. Et qui dit défis réels, dit des défis éminemment complexes, qui touche pas seulement une discipline, mais un ensemble de disciplines. Et c'est là où la formation à la transdisciplinarité nous semble être un pilier extrêmement important. L'idée avec la transdisciplinarité, c'est d'être capable d'embrasser un problème dans son entièreté, dans son ensemble, pas juste sous le prisme d'une seule discipline, mais en essayant de les intégrer pour offrir une compréhension un petit peu plus globale. Et donc, on pense que des étudiants qui seront formés dans le cadre de CHARM-UE seront d'excellents chefs de projet dans le domaine du développement durable, par exemple, car ils seront capables de gérer des problèmes réels donc complexes. Ça pourrait être des experts dans l'entrepreneuriat durable, dans l'entrepreneuriat social, des spécialistes en communication dans le domaine du développement durable. En bref, on espère former des véritables décideurs, des acteurs qui pourront peut-être inspirer des innovations sociales et pourquoi pas des politiques nouvelles. Merci beaucoup, merci Gilles Subrat, ça donne envie, enfin presque envie de retourner sur les bancs de la fac. À bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain à 9h, midi, 20h30 sur la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut à toutes et à tous.